le comment créer une interface utilisateur simple avec Streamlit. Et enfin, comprendre le déploiement euh, d'une application, soit localement, soit sur le web. Exemple de Streamlit Cloud. Voilà, comme l'a dit Arnaud, je suis Aram, je suis analyste de données en charge de la collecte, du contrôle de qualité et de l'analyse des données afin d'aider les communautés africaines à prendre des décisions éclairées par rapport aux défis sociétaux. Donc, en bref, c'est ce qui constitue disons, mon activité journalière. Donc, je suis là sur la photo. OK, donc, on va parler de pourquoi il est nécessaire de déployer un modèle de machine learning. D'abord, avant de commencer, je souhaite que la session soit la plus interactive possible, que vous participiez. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais savoir un peu si vous avez déjà entendu parler de Streamlit. Est-ce que vous avez certainement une idée de ce que c'est que le déploiement d'un modèle? Donc, n'hésitez pas de rentrer vos interventions dans le chat ou bien de lever votre main pour interagir. J'ai l'impression qu'il y a Berky qui veut parler parce que son micro est ouvert. OK. Qui d'autre veut participer? Est-ce que vous avez déjà une connaissance de Streamlit? Excusez-moi, je vais prendre la parole si vous me permettez. Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui. Voilà, je me présente, je m'appelle Morlou. Euh, j'ai déjà eu à utiliser des modèles, à entraîner des modèles et à déployer, à utiliser derrière Streamlit pour côté interface utilisateur pour entrer les données, interroger le modèle derrière qui est stocké soit sur serveur, que ce Mm. soit les serveurs de test. Ensuite, utiliser l'application pour les inputs, tester, faire l'appel et afficher le résultat. Donc, mais je suis là encore pour apprendre comment on finit jamais d'apprendre. Donc, on est là pour suivre. Bonne présentation. Alors. Super. Déjà, je pense, est-ce que je peux te tutoyer? Déjà, c'est une bonne base parce qu'aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est Ouais, d'essayer de montrer je suis le processus, tout simplement. content. Pas de modèle compliqué, pas d'application compliquée, juste pour montrer. Maintenant, oui, il y a Amir qui veut parler. Ah, OK, oui, vraiment bon. D'accord, donc ça me donne un peu une idée de l'audience, de votre maîtrise de l'application. Il y a Michael qui dit de ma part, j'ai une connaissance, c'est super. J'ai eu à l'utiliser dans l'un de mes projets académiques. D'accord, super. Ok, donc ici on va commencer, on va parler de pourquoi déployer un modèle de machine learning, l'importance du déploiement. Donc, le déploiement, c'est tout simplement le processus qui consiste à rendre un modèle utilisable en dehors de l'environnement de développement, que ce soit sur Jupyter, Python, PyCharm, etc., quelle que soit l'IDE. Donc, c'est le processus ou bien la méthode qui consiste à rendre le modèle utilisable par les autres. Disons par les autres data analystes, data scientists ou même profanes. Ceux qui ne se connaissent, ne se connaissent pas, ni s'y connaissent pas plutôt. Maintenant, déjà, ça consiste à passer du protocole à une solution réelle, c'est-à-dire un modèle dans un notebook sur Jupyter. C'est bien pour expérimenter, mais si on veut on veut que d'autres personnes puissent l'utiliser, comme je viens de le dire, les collègues, les collaborateurs, utilisateurs, etc., il faut le rendre accessible via une interface.
Ensuite, sans le déploiement, seul le data scientist peut l'utiliser. Et avec le déploiement, même un médecin peut entrer des données et obtenir une prédiction via une interface simple. Et ensuite, il y a le fait que ça permet d'automatiser les prédictions. Donc, on ne revient pas à chaque fois au niveau du notebook pour, disons, faire de la prédiction. On ne vient pas tout le temps exécuter le code manuellement. Donc, quand on a l'application, c'est l'application elle-même qui fait le travail automatiquement à chaque nouvelle donnée saisie. Et il y a aussi le fait que ça permet de tester avec les utilisateurs en conditions réelles. Avant de mettre un modèle en production définitive, on peut le déployer rapidement avec Streamlit pour le faire tester, avoir des retours, détecter des erreurs ou des cas non prévus. Et aussi, ça permet de valoriser son travail. Valoriser son travail, ça veut dire tout simplement rendre le modèle concret, n'est-ce pas? Même si c'est un modèle simple, plus démonstratif aussi et plus utile qu'un fichier sérialisé, par exemple, dans un dossier. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Streamlit? Streamlit est un framework qui est open source, basé sur Python et conçu spécifiquement pour créer des applications web de machine learning avec une simplicité remarquable. Donc, Streamlit est une plateforme très, très simple à utiliser. Euh, Ici, on ne parle pas de Amazon Web Service, on ne parle pas de Microsoft Azure ou bien Azure, qui sont des plateformes plus sophistiquées et qui demandent beaucoup plus d'efforts. Donc, Streamlit nous permet de faire ce travail-là de déploiement en utilisant des moyens simples. Maintenant, aucune compétence en développement web n'est requise. Aussi, la transformation d'un script Python en application interactive se fait en quelques minutes. Et on a aussi, en fait, ça nous donne aussi une interface élégante et fonctionnelle sans effort de codage. Donc, il y a du codage, bien entendu, au niveau de la création de l'application, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, c'est tout ce qui concerne le codage de l'application qui est l'effort à faire. Mais sinon, il n'y a pas de codage derrière pour Streamlit. C'est quoi la particularité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sa différence? Comme je viens de le dire, déjà, Streamlit se montre ici. C'est ça, l'interface d'accueil. Donc, après, vous aurez la présentation et vous pourrez avoir accès au lien ici. D'abord, laissez-moi le soin d'activer mon pointeur. C'est là, voilà. Donc ici, c'est le lien vers la plateforme. Donc la particularité, comme on l'a dit tout à l'heure, il existe plusieurs solutions pour déployer un modèle de machine learning. Il y en a tellement. Il y a Flask, il y a Fast API, Gradio, ou encore même Dash. Dash permet de déployer. Mais chacune a ses avantages. Mais pour un usage simple, rapide et accessible, Streamlit s'impose comme une excellente option car c'est open source, il y a la facilité, l'interactivité et sans backend. Voilà, donc sans plus tarder, on va essayer de faire une petite démonstration, c'est-à-dire on va se salir les mains et montrer comment ça marche. Et pour la démonstration, on va commencer déjà par créer un simple modèle de machine learning. Disons, on va faire un modèle de classification. Donc, vous me dites si vous parvenez à voir mon écran toujours parce que je vais arrêter le partage et repartager. Comme ça, vous allez voir l'écran entier. J'espère que je ne suis pas très rapide. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. Aram, je pense que les questions pourront venir intervenir à la fin, je pense. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que mon écran est visible? Bien sûr, oui. D'accord. On va rentrer. Je vais ouvrir Jupyter Lab. OK. Euh, bon, pour ce cours, je vais essayer d'utiliser un environnement virtuel parce que j'ai Python 3.13
qui est tout récent et il y a des fonctions, il y a des librairies sur Streamlit qui ne se marient pas avec cette nouvelle version de Python. Et je pense que j'avais déjà préparé. Non. Voilà. Oui. Donc, comme je l'ai dit, on va créer un modèle très simple et une application très simple. L'objectif, c'est de pouvoir faire le déploiement. Donc déjà, bon, moi, je pense à faire une application, un modèle de classification. Peut-être je vais prendre les données de Iris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Euh, Après, on va faire un modèle de classification. Déjà, ici, on va commencer à importer les librairies nécessaires. On va importer Pandas d'abord. Et après, on va importer les librairies de scikit-learn, datasets. Euh, donc, on va prendre l'exemple des données d'Iris. OK? Donc, ici, on a importé scikit-learn dataset. On va, bon, j'importe en fonction de ce qui vient dans ma tête. Trend test split. OK. Quoi d'autre? Bon, je copie comme ça, je ne vais pas revenir à taper. OK, maintenant on importe peut-être le modèle. Non, c'est dans Ensemble. Ouais, Random Forest. Ah oui, c'est la suggestion que je voulais, voulais que ça vienne. Maintenant, on va importer les métriques. Je pense que c'est accuracy ou bien. Non, c'est minuscule. Voilà. Donc, vous savez, l'avantage de Jupyter Lab, c'est déjà, on peut déjà avoir les suggestions. Donc, ici, on a importé je pense, toutes les librairies nécessaires, hein. Et on a aussi importé JobLib. JobLib, c'est la librairie qui permet de sérialiser le modèle, c'est-à-dire de sauvegarder le modèle. Maintenant, on va charger le data frame, euh, le dataset Iris. Donc, on va l'appeler comment? On va l'appeler Iris peut-être. On va l'appeler Iris. Euh, oui, je pense. Non. On va l'appeler Iris. Ouais. Et là, on va prendre euh, les variables indépendantes de Iris parce qu'on va faire une modèle de prédiction, plus particulièrement de classification en utilisant Random Forest, n'est-ce pas? Donc, c'est Iris. Oui, la partie data de Iris. Donc ici déjà, on peut visualiser les données. Il y a une partie data et il y a une partie target. Donc la partie data, c'est la partie des variables indépendantes, comme je l'ai dit, des variables de prédiction. Et la partie target, c'est-à-dire la variable dépendante, c'est-à-dire les classes. Voilà. Et là, on a Y qui est Iris euh, target. Voilà. Maintenant, on va essayer de runner pour voir. Load
Iris. Est-ce que j'ai... ouais. Voilà, donc c'est bon. J'avais pas rené le bloc d'en haut. Voilà, donc on a maintenant X et Y. Donc on peut les visualiser aussi. Mais bon, pour ne pas perdre du temps, on va speeder un peu. Parce que l'objectif pour nous, c'est Streamlit. C'est pas... Bon, normalement, je devais préparer ça pour qu'on ne perde pas du temps, mais bon, c'est bon pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Train, je vais diviser les données en test et en données train et test, d'entraînement et de test. Donc, euh, prendre 0,2, 20% des données pour entraîner. Bon, random site. Voilà. Donc, on a séparé nos données. Et maintenant, on va essayer d'entraîner notre modèle simple, qui est un modèle de random forest. Bon, on va mettre un nombre d'arbres de peut-être 100. Et on va aussi mettre le paramètre de random state euh, pour stabiliser euh, le choix aléatoire qu'on peut faire dans le modèle. Et ici, euh, ici, on va entraîner notre modèle. Voilà. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. OK. Maintenant, on va évaluer le modèle rapidement. On évalue. On appelle notre variable y peut-être. On a le modèle point predict. Et là, on met le x test. Le x test. Voilà. Et bon, on calcule l'accuracy directement. Je sais pas, accuracy. Voilà, on compute l'accuracy directement. Y test et Y prête. Bon, d'habitude, ça, c'est tellement utilisé que ça donne 1. Oui, déjà, c'est 9,91. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va sauvegarder le modèle. Donc, nous, on a créé notre modèle qui s'appelle modèle. Maintenant, la librairie qui permet de faire la sauvegarde, c'est Joblib. Maintenant, on a importé Joblib. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler joblib.dump, la fonction qui permet de réaliser le modèle. Le modèle, le nom du modèle, n'est-ce pas? On donne un nom pour le fichier. Ici, euh, on peut l'appeler quoi? On peut l'appeler Iris modèle peut-être. Iris modèle. Ou bien prédiction d'Iris, fleur modèle, ça dépend. L'essentiel est qu'on puisse se retrouver après, n'est-ce pas? OK, j'espère que la commande elle est bonne. Joblib.dump. Donc ici, je vais mettre un petit print pour voir si mon modèle a été bien sauvegardé. C'est juste pour mettre comment dirais-je, une sortie. Sauvegarde. Peut-être je mets 2 points. Iris. Modèle. Point. Donc, l'extension ici, ça, c'est point .joblib. Je pouvais mettre point .joblib. Je peux mettre aussi point .pkl. Ça peut être un fichier PKL aussi. Donc, je vais runner pour voir. Ah, d'accord, j'ai oublié de mettre
le crochet. Voilà, donc mon modèle a été sauvegardé sous Iris modèle. Excusez, Aram, il y a une question là. Je pense elle est très, très capitale. Quelqu'un demande si c'est possible de zoomer pour bien voir Ah, l'interface ouais, Jupyter. c'est vrai, peut-être c'est petit. Oui, attends, je vais voir. Zoomer. C'est bon? C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon, hein, mais bon, il n'a pas encore réagi dans le chat. S'il réagit, on va t'informer alors. Oui, c'est bon, c'est bon. Super. Donc, on a créé notre modèle qui est très simple, la création. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'application de Streamlit, c'est-à-dire l'application qui va utiliser le modèle, qui va nous permettre d'interagir avec le modèle. Donc, l'application qu'on va utiliser pour déployer le modèle. Maintenant, pour créer l'application, on passe le faire dans un fichier .py. On ne peut pas le faire ici parce que tout simplement, on aura besoin d'exécuter l'application. Donc, si on le fait sur le notebook, ça ne marchera pas, à ce que je cherche. Donc, on va essayer d'ouvrir un .py pour créer notre application. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord, c'est un peu lent, mais ça se crée quand même. Voilà. Voilà, maintenant, on va créer notre application qu'on va déployer. Donc, déjà, on donne un nom à l'application. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Peut-être on fait Iris. Je ne sais pas. App-iris.py peut-être. Euh, et on sauvegarde. Maintenant, pour créer notre application, donc on va utiliser la librairie Streamlit. Déjà, on va importer Streamlit peut-être as ST. C'est le plus commun. On va importer Joblib parce que c'est Joblib qui nous a permis de sauvegarder le modèle. Donc, on va l'utiliser pour aussi, euh, pour aussi déployer le modèle. Donc, on va aussi importer NumPy. Je ne pense pas qu'on ait besoin de Pandas ici. Maintenant, on va essayer, je ne sais pas si le mot existe, de désérialiser le modèle. On l'avait stocké, maintenant on va l'utiliser. Donc déjà, on avait utilisé job-dump pour sérialiser. Maintenant, ici, on va utiliser l'autre pour charger le modèle, c'est-à-dire pour le lire. Je pense que c'était nommé, je pense que le modèle était nommé, voilà, Iris. Voilà, donc je vais seulement copier ça. Je vais seulement copier ça. Un instant, s'il vous plaît. J'arrive. Excusez-moi. OK, maintenant, on va charger le modèle. Et là, il faut qu'on fasse attention parce que si on se trompe du nom, après, ça peut émettre des erreurs. Maintenant, ici, on a chargé le modèle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une petite interface. OK? Une interface pour les utilisateurs, pour que les utilisateurs puissent interagir avec le modèle. Donc, je vais faire st point title pour mettre le titre de l'application
ou bien de l'interface. Peut-être je vais mettre prédiction de l'espèce iris, tout simplement, comme il s'agit juste d'un exemple. Et peut-être je vais mettre, disons, une phrase d'entrée pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec l'application. Je vais mettre st.write. Et là, dans st.write, je vais dire à l'utilisateur, entrer peut-être les les caractéristiques de la fleur. Peut-être de la fleur pour prédire son espèce. Pourquoi pas? Pour prédire son espèce. Voilà. Maintenant, après, je vais essayer peut-être, ici par exemple, je peux faire de telle sorte que l'utilisateur peut entrer n'importe quel chiffre, c'est possible, pour prédire n'importe quelle caractéristique pour prédire, mais je peux aussi créer soit une liste déroulante pour lui permettre d'avoir le choix, ou bien je crée un slider pour lui permettre de sélectionner la valeur qu'il veut, par exemple. Donc, l'objectif, c'est de créer l'application pour que ça soit la plus intuitive et conviviale possible. Donc, comme on dit en anglais, que ça soit un user-friendly application. N'est-ce pas? Maintenant, vu que c'est ce qu'on veut faire, bon, peut-être je vais créer un slider. Euh, je vais mettre peut-être la longueur, si la longueur des sépales, pétales, je pense que c'est sépales, pétales pour la base de données Iris. Euh, oui, je pense. Oui, Oui, c'est ça, ouais. d'accord. Ok, donc on va faire sépales length, peut-être. Excusez-moi, Ram, il y Oui. a Innocent qui demande si on peut revenir en arrière. Je ne sais pas quel niveau, Innocent. Allô, Innocent? Vous dites? Ah, c'est bon, ok. Tu peux continuer, Ram, désolé. Ok. Ok. Maintenant, on va faire slider. Je pense que c'est plus facile. Slider. Et on va nommer ça peut-être la longueur, la longueur du sépale. Peut-être on met mètre ou je sais pas, non pas mètre, quand même centimètre. Et après, on met les valeurs qu'on veut mettre, qu'on veut déjà mettre sur le slider. Peut-être je vais mettre 4 comme valeur inférieure. Et peut-être mettre, je sais pas moi, 8 ou bien 5 à la fin. Non? Peut-être ces trois choix. Donc, je vais euh, faire de même pour les autres longueurs et les largeurs aussi. Donc, je vais copier pour que ça soit plus simple. Euh, donc, ici, c'est la largeur. Donc, ici, moi, je crée les variables en anglais tout simplement parce que, bon, tout simplement parce que j'ai l'habitude, mais c'est pas obligé. Largeur du sépale. Voilà. Maintenant, ici, pour la largeur, il faut qu'on mette aussi un choix. Je ne sais pas, peut-être 2. Peut-être un nombre décimal. Je ne sais pas. Peut-être 4,5 et 3. Pourquoi ici? Bon, on pouvait juste mettre 2, hein. On pouvait juste mettre 2 nombres ici pour le slider. Mais c'est juste que ça permet en fait ça permet de rendre facile l'application. C'est-à-dire, ce qu'on voit en premier, c'est une sélection des noms.
Donc, à défaut, on a la barre qui se trouve sur un nombre donné. Donc, tout ça, c'est pour faciliter la tâche à l'utilisateur. Voilà, mais on pouvait juste s'arrêter à 4 et 8. Donc, ici, on a quoi? Pétale au lieu de sépale. On a pétale. Ici aussi, on a pétale. Non, ici, on va faire la longueur. On va répéter. Bon, ici, c'est la largeur. Ici, la longueur. Ici, c'est pétale. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, on change les paramètres aussi, hein, parce que ce pas les mêmes. Ici, on va mettre 1. Ici, on va mettre 7. Ici, on va mettre 4. Je pense que c'est les plus petits. Ici, on va mettre 0,1. Et ici, on va mettre 2,5. Ici, on va mettre 1 aussi. Voilà. Maintenant, on a créé les sliders pour l'application. Maintenant, on va créer un tableau NumPy avec les valeurs d'entrée parce que lorsque l'utilisateur va choisir, Bonsoir, madame. oui, Bonsoir, oui, Aram. bonsoir, oui, En fait, vous avez oublié de mettre la dernière ligne, il faut mettre white. il faut Pétale mettre. 8. Pétale, white. Pétale 8. Ouais. Pour la Ah oui, dernière ligne. ouais, Oui, merci. pour la dernière ligne, ok. Ouais, merci. C'est vrai, hein, sinon, ça allait émettre des erreurs. OK, donc maintenant, on va créer le tableau. On va créer le tableau des inputs, c'est-à-dire les données d'entrée, pour que ça soit stocké par un array, un tableau NumPy. C'est ce tableau-là c'est ces données d'entrée-là qui va alimenter le modèle, qui va prédire, pour prédire plutôt. Donc, on a array, un instant, excusez-moi. OK. Excusez-moi. Donc, voilà, on a CEPAL. Bon, je vais copier tout simplement pour éviter de retaper. Je vais copier les données d'entrée là. Voilà. Donc, on a créé le tableau d'entrée. Maintenant, on va créer un petit bouton. On va créer un petit bouton, hein, euh, de prédiction. On va l'appeler, on va tout simplement mettre prédire. Un bouton que l'utilisateur va utiliser pour faire appliquer la prédiction. Donc déjà ici, le modèle prend, on fait modèle.predict et on entre input data, on rentre voilà, maintenant ici on prédit, ici c'est ici qu'on fait appel au modèle pour qu'il prédise les données d'entrée de l'utilisateur. Maintenant, bon, ici, on peut s'arrêter là et on peut aussi mettre peut-être un message de succès. Par exemple, c'est ce qui reste, je pense. On peut mettre le message de succès en appelant le st.success pour euh, qu'il indique que la prédiction a été faite avec succès.
Donc, ici, ce qu'on va faire, plus simple, je vais faire plus simple. Donc, ici, je vais faire un message de succès pour dire l'espèce que, ou bien l'espèce prédite, pourquoi pas, l'espèce prédite est. Maintenant, je prends tout simplement. Ok, maintenant, ici, j'ai oublié de mentionner quelque chose que je dois mettre ici, peut-être parce que ça, c'est maintenant que ça me vient à l'idée. Donc, ici, par exemple, si je Allô, veux faire un message, allô, alors oui, excuse-moi, Aram. oui, Et après le if, la ligne du il n'y a pas de point. il y a pas, oui, oui, il y a 2 points. Ouais. Merci, merci. Ok. Maintenant, je disais que les données iris, bon, je vais essayer de les lire ici. On a iris, load, peut-être on va voir, non, on va voir les tags pour voir. Bon, dans les données iris, je vais essayer de les lire ici. Vous voyez, vous avez 0, 1, 2, qui ne signifie absolument rien. Et ces 0, 1, 2 correspondent à des labels, n'est-ce pas? Et ces labels pour 0, c'est l'espèce Setosa. Et pour 1, c'est l'espèce versicolor. Et pour 2, c'est l'espèce virginica, si je me rappelle bien. Donc, c'est des données qu'on a tellement utilisées. Donc, maintenant, nous, comme on recherche la convivialité au niveau de l'application, pour l'utilisateur, on ne va pas dire ici que l'espèce prédite est 0 ou bien l'espèce prédite est 1 ou 2. On va essayer de labelliser les espèces. Par exemple, ici, on peut faire espèce ou bien, bon, comme j'ai commencé avec l'anglais, je vais continuer avec l'anglais. Species égale, je vais essayer de labelliser. Oups. Je vais essayer de labelliser. Je vais mettre Setosa. Je vais mettre Setosa. L'autre, c'est versicolor. Versicolor. Color. OK. Ici, je vais mettre Virginica. Ouais. OK. Maintenant, ici, l'espèce Reddit, je vais juste mettre espèce et je vais rentrer la prédiction. Je vais rentrer la prédiction. Donc ici, je vais mettre peut-être... non, voilà. Et ici, je mets la prédiction, c'est-à-dire ici. Voilà. Et maintenant, ici, je ferme la collate. OK. Je pense que c'est correct. Voilà. Oui. Maintenant, voici l'application qui nous permet de lire le modèle, qui permet à l'utilisateur d'entrer, de mettre des données d'entrée pour faire une prédiction. Donc, je vais revoir. Tout est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder. On va sauvegarder l'application. Donc, l'application a été sauvegardée. Maintenant, on va revenir sur les slides. On a créé le modèle. Déjà, il y a 3 étapes à suivre. La première étape, c'est la création du modèle, puis la réalisation du modèle avec Joblib. La deuxième étape consiste à la création de l'application qu'on a déjà fait et la sauvegarde de l'application dans un fichier .py, ce qu'on a fait. Et maintenant, la troisième étape, c'est le déploiement, soit en local, soit avec GitHub. Maintenant, on va faire le déploiement en local de notre application. Donc, je vais repartager pour que vous puissiez voir mon écran de
Voilà. J'espère que vous voyez mon écran ou bien c'est pas encore euh, l'écran entier. Voilà. Maintenant, on va essayer de déployer l'application localement. Maintenant, pour ce faire, donc ici, moi, je vais ouvrir un nouveau terminal. Bon, de toute façon, qu'est-ce que je veux dire? Ici, moi, je vais utiliser encore un environnement virtuel, mon environnement de travail, parce que moi, je déploie pas mal d'applications avec Streamlit. Donc, j'ai utilisé mon environnement virtuel. Pour vous, vous n'en avez pas besoin si vous avez déjà Streamlit qui est installé. Donc, moi, comme j'ai la version Python la plus récente, qui n'est pas compatible avec Streamlit, donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mon environnement virtuel. Maintenant, pour déployer en local, on vient au niveau du terminal et on entre la ligne de commande Streamlit, tout simplement, Streamlit, run. Notre application s'appelait comment? App Iris, je pense, .py. Et top, c'est parti. Maintenant, on va voir. Normalement, ça va nous mener, oui, ça nous dit que app iris.py, d'accord. Donc, c'est peut-être dans le dossier download. Donc, on va faire ça et ça va nous mener vers la page où le déploiement local se fait. Maintenant, on va voir hein, si ça va venir. Ouais, super. Donc, mais quand même, il y a une erreur. Donc, ici, ça dit quoi? Slide, là, je pense qu'on a fait une petite erreur au niveau de l'application. Euh, ok, l'erreur c'est quoi? Donc ici, ça me signale la largeur du, ok. Je vais voir l'erreur. Qu'est-ce que ça dit? La différence du type de menu Ouais, value ouais, maximum et tout ça. exactement. Ouais, c'est la différence du type. Donc ici, je dois avoir des décimaux. En écrivant le code, je me disais que normalement, ça doit s'aligner le type. Voilà, donc je vais enregistrer à nouveau, essayer de... non, non. Je vais essayer d'actualiser la page. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a. On a déployé l'application ou bien le modèle en local. Donc, ici, par exemple, si je sélectionne, si j'utilise le slider, je sélectionne, je clique sur prédire. Donc ici, ça me dit laissez Reddit et sur ça. Donc ça va permettre aux collègues et aux autres de pouvoir interagir avec le modèle. Euh, Bien entendu, si les normes ou bien les attentes de Streamlit sont remplies, parce que Streamlit aussi, il y a une version free et une version pro. Donc, tout dépend de la quantité de données ou bien de la quantité, disons, le type de fichier ou bien le poids des fichiers qu'on y entre. Voilà, donc ça, c'est le déploiement local. Donc, il suffit juste de créer l'application sur un fichier qu'on peut exécuter sur le terminal. Et après, on entre la ligne de commande Streamlit Run, le nom de l'application. Donc, maintenant, on va voir le déploiement sur GitHub. Le déploiement sur GitHub. Donc, le déploiement en local, donc vous le savez, c'est pour faire un test rapide hein, du modèle sans serveur distant, par exemple entre collègues, partager une démo sur votre machine ou votre réseau local. Et aussi, ça
permet de préparer le déploiement futur, hein. Et pour prérequis, vous avez juste besoin d'installer Python, évidemment, et aussi des librairies comme Streamlit, Joblib, Pandas, Scikit-learn, NumPy, etc. Maintenant, ça se fait avec cette ligne de commande que je viens de montrer. Maintenant, le déploiement sur GitHub aussi, c'est une option. Donc, ça permet euh, de faire ce qu'on appelle le versionning, c'est-à-dire de garder un historique clair des versions de votre code et de votre modèle. Et ça permet aussi, ça favorise la collaboration, le fait de partager facilement le projet avec des collègues. Et il y a aussi la portabilité, qui signifie tout simplement de pouvoir cloner votre projet partout sur n'importe quelle machine. Et aussi, la dernière option, c'est le fait de pouvoir centraliser en un endroit unique, hein, le code, le modèle et les fichiers nécessaires. Et pour le déploiement sur GitHub, les prérequis sont tout simplement le fait d'avoir un compte GitHub installé sur votre machine, un compte GitHub, Git, qui est installé sur votre machine avec le projet ML, hein, prêt avec... il y a quelqu'un qui va intervenir? OK, avec un code source, hein. Et aussi, déjà, il faut que le modèle soit assez réalisé, hein. Avoir le modèle sous le format modèle.pkl ou bien modèle.joblib. Et aussi, le installer ou bien créer le fichier requirements.txt listant les dépendances Python, c'est-à-dire listant toutes les librairies qui seront nécessaires pour l'exécution du programme de l'application. Maintenant, on va essayer de voir ça rapidement. Donc, pour anticiper, j'ai déjà ouvert mon GitHub. Donc, je vais essayer de créer une, un nouveau repository. Donc, ici, on va l'appeler peut-être, je ne sais pas moi, on va l'appeler test ou bien bruit. Pourquoi pas? Test webinaire. Webinaire. Oups. Voilà, maintenant, oui, c'est public. Je crée le repository. Bon, je pourrais le faire sur la ligne de commande, mais bon, je préfère le faire ici parce que je ne veux pas m'embêter avec des lignes de commande et des codes. Voilà, donc ici, on a notre repository. Je vais essayer de créer rapidement peut-être le requirements.txt qui comprend toutes les librairies dont on aura besoin pour exécuter le programme. Requirement.txt. Maintenant, peut-être on a besoin premièrement de Streamlit. Après, je vais vous montrer rapidement l'application que j'ai créée avec Streamlit. Dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc, on a Streamlit, peut-être Pandas. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de Pandas? Bon, de toute façon, je le mets. NumPy. J'ai Joblib, bien entendu. Je pense que c'est tout, hein. Joblib, Pandas, NumPy. Et je ferme. OK. Maintenant, je vais ajouter mon modèle. Je vais l'ajouter parce que je l'avais sauvegardé. Je vais ajouter mon modèle parce que dans le dossier, il faut que le requirement.txt y soit. Il faut que le modèle y soit. Il faut aussi que l'application y soit. Maintenant, pour l'application, on va faire simple. Je vais retourner sur le... oui, je commit. OK. Il paraît que je n'ai pas... OK. Donc, je charge le modèle sur GitHub. Maintenant, je vais ajouter l'application directement sur GitHub. Juste faire une copie-coller. Oui. Et là, je l'appelle comment? Je vais l'appeler App Iris encore. appiris.py. appiris.py. Quelqu'un qui a son micro ouvert.
Maintenant, ici, j'ai l'application .py, j'ai mon modèle, j'ai requirement.txt. Je pense que dans le requirement.txt, il faut que je vérifie encore une fois. J'ai Streamlit, j'ai Pandas, j'ai NumPy, j'ai Joblib. Maintenant, on va essayer de déployer maintenant le modèle sur Streamlit, après avoir installé les trucs sur GitHub. Voilà, donc moi, je suis avec la version free, bien sûr. OK, maintenant ici, une fois qu'on est sur l'interface de Streamlit, donc il faut déjà que vous créez un compte sur Streamlit, n'est-ce pas? Donc ici, c'est là où vous gérez votre profil, les applications sont là. Ici, c'est les applications que j'ai déjà eu à déployer, n'est-ce pas? Ici, voilà mon profil. Donc ici, c'est là où on crée l'application. Maintenant, l'importance d'avoir GitHub, c'est le fait de pouvoir déployer le modèle gratuitement et simplement. Parce que ici, il y a trois options. Il y a l'option de déployer une application publique de GitHub. Ici, il y a l'option de déployer une application publique à partir d'un modèle. Et ici, le déploiement d'une application plutôt privée avec Snowflake. Maintenant, nous, c'est cette possibilité-là qu'on a et qui est disons, la plus accessible. Donc, on va utiliser ça. Donc, ici, mon repository, je pense que c'était qu'est-ce que j'ai créé? Test webinaire. Donc, il y a webinaire. Voilà, test webinaire. Ici, je rentre le nom du repository, branche main, le nom de l'application, ça vient automatiquement parce que c'est la seule qui s'y trouve, le nom du fichier. Et là, Streamlit vous offre voilà, son domaine, test webinaire qu'il crée aléatoirement. Mais c'est toujours à l'extension streamlit.py puisque c'est free, c'est pas payant. Maintenant, ici, Advanced Checking Settings. Voilà, Streamlit utilise la version nouvelle de Python. Voilà, ici, il y a les credentials. Donc, je clique sur Déployer. Et normalement, ça doit nous renvoyer sur une interface donnant l'application. Si tout marche bien. Sinon, ça va générer une erreur. Peut-être on va croiser les doigts pour que ça vienne. Donc, ça, c'est assez simple. Hein? Ce n'est pas des grosses applications là et les gros modèles. Et c'est comme ça qu'on déploie un modèle avec GitHub. Non, il me dit quoi? Je vais voir. Il n'y a pas scikit-learn. D'accord. Donc, je vais retourner sur test. Ici, j'ai oublié d'appeler scikit-learn dans requirement.txt. C'est important parce que le modèle a été créé avec scikit-learn. Oui, maintenant, on va retourner pour voir. Qu'est-ce qu'il nous dit cette fois-ci? Voilà, super. Maintenant, c'est là. On va tester pour voir. On va tester pour voir. Voilà, donc ça marche. Donc là, on peut partager ce lien avec n'importe qui. La preuve, je vais le partager dans le chat. Tout le monde peut y avoir accès. Maintenant, si vous voulez la version, disons, déjà ici, j'ai oublié de mettre la largeur. OK, donc ici, si vous voulez la version, vous pouvez aussi améliorer l'application, hein, créer une application attrayante aussi, c'est possible. Donc, ça, c'est juste pour montrer. Donc, c'est les bases. Maintenant, rapidement, je vais montrer une application que j'ai créée avec Streamlit. Une application où j'ai utilisé les trucs de Java là, avec CSS, pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ça. Où est le Streamlit? Donc, voilà. Donc, je vais rentrer dans... euh, rapidement. Donc, entre-temps, je sais pas, bon, peut-être les questions vont venir après. Donc, je veux juste vous montrer
pour ceux qui ont déjà eu à travailler avec Streamlit aussi, eux, ils savent comment intégrer d'autres fonctionnalités, mais il y a quand même des fonctionnalités que Streamlit ne supporte pas. Il y en a beaucoup. Et là, sur les slides, donc on a parlé du déploiement local, en local, du déploiement avec GitHub. Et là, comme bonne pratique, on va parler du fait de la séparation du code ML et de l'interface. C'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne pouvais pas mettre du tout dans le notebook l'application, tout simplement parce qu'après, j'aurais besoin du fichier pour l'exécuter. Donc, ça, c'est une bonne pratique. Ça fait partie des bonnes pratiques. Il faut aussi valider les entrées des utilisateurs, n'est-ce pas? Et aussi faire de telle sorte que vous puissiez gérer les dépendances, c'est-à-dire créer le fichier, si c'est sur GitHub, le fichier de requirements.txt. Et même si ce n'est pas sur GitHub, en local aussi, il faut essayer de gérer les dépendances. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je me suis rendu compte que mon Python tout récent ne pouvait pas marier certaines dépendances de Streamlit, vu que c'est une ancienne version que j'ai. Il faut aussi penser à sauvegarder le modèle. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager et je pense que je l'ai fait et tout a été clair. Et là, on est à la fin. Si vous avez des questions, je vous écoute. Ciao, Bo. Merci beaucoup, Aram, pour cette magnifique présentation. Bon, c'est une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat ou comme vous pouvez aussi demander à pouvoir parler ici. Donc, voilà. Donc, il y a des questions? Si vous permettez, je vais prendre la parole. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Aram, pour la belle présentation. C'est très bien expliqué, très bien représenté du début à la fin. Donc, end-to-end, on va dire. Peut-être, j'avais pas de questions, mais je vais faire une étude comparative par rapport à ce que j'ai fait et ce que vous avez fait. Donc, je comprends la pertinence de la session et c'est pour montrer ce que c'est, même moi, ce que j'avais fait, ça entre dans le cadre des bonnes pratiques. Côté la gestion des dépendances, je pense que si on dockerise en utilisant les conteneurs Docker et tout ça, ça va nous aider à jouer cette partie de dépendance avec des versions de Python, des versions des différentes outils qu'on utilise, que ce soit Pandas, Scikit-learn et autres. Donc, ça va aider. Donc, à la différence de ce que j'avais fait, c'est j'ai utilisé excusez-moi du bruit, je suis à la maison, vous comprenez ce qui se passe. Donc, à la différence de ce que vous avez fait, j'avais utilisé un end-to-end avec un déploiement en CI/CD avec GitHub. Donc, en utilisant dans votre sujet, dans les bonnes pratiques, Jupyter Notebook et le code Python avec un éditeur. Et dès que je validais au niveau que ce soit n'importe quel éditeur de code, et que je poussais tout mon code au niveau des CI/CD, donc toute cette chaîne de validation, c'est-à-dire de déploiement du Docker, déjà de la création du fichier image, et au passage, je ne sais pas si ça existe côté Streamlit à partir de GitHub, de déployer directement côté Streamlit, je ne l'ai jamais fait. Donc, ça, je viens d'apprendre une leçon de ce côté-ci, mais je vais utiliser un serveur externe et d'un coup, de packager le modèle qui a été généré avec Joblik. Moi, j'avais utilisé PKL, mais c'est pareil au même pour serialiser. Ensuite, d'utiliser tout ce package-là en séparant bien sûr le code côté interface. Je vais utiliser uniquement Streamlit et de packager le tout et de déployer sur le serveur. Donc, à partir de là, l'application est utilisée. Donc, c'était tout ce que je voulais ajouter. Encore une fois, merci de cette pour les suggestions et les bonnes pratiques que vous avez partagées. Merci à vous. Je suis ajouté aussi côté Streamlit. Il existe, mais au niveau de la plateforme, il te montre les différents formats. Par exemple, comme ce que vous avez fait avec l'application qui permet de générer le climat, qui te permet de générer des interfaces graphiques assez avancées. Mais vous avez raison en disant qu'il y a des
lente côté Streamlit. Ça, c'est le côté bémol de Streamlit. C'est très lent. Des fois, vous voyez que quand vous cliquez sur le bouton prédire, ça prend du temps. Ça dépend des variables que vous utilisez. Ça dépend du nombre de inputs. Plus c'est grand, plus c'est compliqué. Par exemple, l'application que j'avais utilisée, j'utilisais un fichier CSV pour faire un batch. Au lieu d'utiliser le formulaire, je faisais une prédiction par batch. Donc, c'est un fichier avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Et je l'ai envoyé sur le serveur pour me dire, veuillez me prédire tout le fichier et me donner les résultats sur le fichier que je pouvais télécharger. Là aussi, ça prend du temps côté streaming. Maintenant, avec la scalabilité et la localisation, ça peut-être, je ne suis pas sûr parce que je ne l'ai jamais testé, ça pourrait aider à rendre Streamlit beaucoup plus rapide. Peut-être qu'il y a tous ces paramètres qui comptent aussi en local, en utilisant les paramètres du serveur et tout ça. Donc, merci à tous. Merci, Monsieur Ndo, pour votre participation. Merci, Ndou. Bon, il a raison, hein. Tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Si on aspire à utiliser plus de ressources venant de Streamlit, donc comme c'est comme toute chose gratuite, hein. Donc il y a des inconvénients par-ci par-là qu'il faut essayer de surmonter. Et en ce qui concerne les dépendances aussi, c'est vrai que je devais peut-être ajouter dans la partie des bonnes pratiques le fait parfois qu'il y ait des conflits de version. Donc, dans ce cas, par exemple, moi, j'ai fait le développement peut-être en local pour déployer en ligne. Donc, Streamlit utilise toujours les dernières versions. Donc, du coup, si moi, j'ai construit mon modèle avec une version antérieure, forcément, dans le requirement.txt que j'ai créé sur GitHub, il faut que j'insiste sur la version qui a été utilisée ce qui a été utilisé pour créer le modèle. Sinon, Streamlit va tout simplement générer des erreurs de segmentation, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, commentaire, avis? Euh, Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Joël. Pardon, je voudrais prendre la parole. Bien sûr, tu peux aller. Ok. Merci beaucoup, Madame Aram, pour cette magistrale exposée. Euh, Moi, j'ai une petite question. Si, par exemple, on veut le déployer au niveau euh, web, en dehors pas en local, mais au niveau web, et que la version exigée de Streamlit doit être normalement la toute dernière, comment la version récente qui est déployée sur le serveur, alors que le développement a été fait sur base antérieure et qu'il y a incompatibilité. Comment insister? Parce que vous dites qu'il faut insister. Parce que moi, je travaille sur ça, sur mon projet de recherche. J'ai développé une application en utilisant Streamlit pour euh, visualiser mon modèle. Et maintenant, lorsqu'il y a incompatibilité entre modèles, parce que des fois, ça pose problème, il faut soit revenir sur l'ancienne version pour afficher le truc. Si il faut le faire comment, sur web et que on exige d'avoir comment, le dernier euh, bibliothèque ou truc qu'il faut utiliser. Comment faire pour que l'application comprenne que ça, c'est son une développement, comme un développement plus ancien. D'accord, je comprends. Laisse-moi partager mon écran. Comme ça, je vais tout vous montrer. Je vais te tutoyer. Je vais te montrer comment résoudre ces problèmes de dépendance-là. Ok, je vais revenir sur le... Rapidement, je vais partager mon écran. Euh,
Je suis où là? OK. La réunion partagée. J'espère que mon écran est visible. Voilà. Maintenant, pour ce faire, lorsque, par exemple, tu rencontres des erreurs de segmentation, de conflits de version, ce que tu peux faire tout simplement, c'est venir au niveau de ton requirement.txt et toi, tu mets la version que tu as utilisée pour, par exemple, ici, j'ai utilisé la version, par exemple, 3 point quelque chose, je sais pas moi. Je raconte du n'importe quoi, 3.2 peut-être, et sur Pandas, tu viens, tu fais la même chose, soit tu fais équivalence, soit tu fais supérieur à telle version, 2 points, je sais pas moi, 3 ou voilà. Donc d'habitude, c'est comme ça que ça se fait. Je sais pas si tu as eu à faire ça déjà. Oui, 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 c'est bon. Voilà. C'est bon. Donc d'habitude, c'est comme ça que ça se fait. Donc toi, tu viens, tu indiques la version ou bien les versions de tes librairies. Donc, tu peux aller au niveau de ton notebook, hein, Oui. euh, vérifier les versions existantes, les versions que tu as utilisées pour créer le modèle. Et après, tu répliques les mêmes versions ici. D'habitude, quand tu fais ça, ça Parce marche. que quand je développais mon application, il y a eu Mhm. une compatibilité entre Streamlit, Panda, Touch, Vision, parce Mhm. que je travaille sur euh, la convolution. Donc, je traite les images et tout. Et Ouais. du coup, il fallait chercher la version compatible pour le déployer et tout. Exact. Maintenant, Oui. oui, parfois il peut y avoir des conflits au niveau de Streamlit et les autres librairies comme Pandas, NumPy. Et ça, c'est très fréquemment, et surtout pour les modèles de deep learning. Par exemple, TensorFlow peut avoir beaucoup de conflits avec Streamlit. La preuve, moi aussi, j'en ai rencontré beaucoup comme ça. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est de retourner dans ton fichier, hein, checker les versions de tout un chacun, de Pandas, de TensorFlow, de tout ça, hein. Et après, tu essaies de sauvegarder le modèle à nouveau. Avec ces versions-là, tu essaies de faire une nouvelle sauvegarde du modèle. Et après la nouvelle sauvegarde du modèle, tu réussis le déploiement sur Streamlit. Et c'est comme ça que ça se résout. D'accord, merci beaucoup, c'est Donc, il ne noté. faut pas hésiter de sauvegarder le modèle une nouvelle fois. Donc, Ok, une fois que c'est fait, le problème se résout. oui, merci beaucoup, merci. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Abdul Latifou qui voulait parler. Vous avez la parole? Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, moi Oui. j'entends. Oui. Ok, merci beaucoup, Madame Aram, pour la présentation. Et bon, j'ai posé deux petites demandes dans le chat. Si on peut voir votre slide et puis bon, et puis le code pour pouvoir s'exercer. D'accord. Euh, Et, oui. et l'autre question, c'est, je me demande souvent, nous qui sommes par exemple en train de faire le data science, après le déploiement de nos applications sur Streamlit par exemple, Mhm. et, et c'est quoi la suite? Comment mettre ça, comment mettre nos applications accessibles à tout le monde parce qu'on crée quand même nos applications pour que les gens s'exercent, pas pour nous-mêmes. Donc, le lien que, par exemple, le Streamlit nous crée, est-ce que c'est nous le partageons ou bien ça peut permettre à certains, s'ils viennent sur le Streamlit, ils vont voir le lien. Donc, c'est la suite que je ne, qui est floue pour moi, quoi. D'accord, je comprends parfaitement la question. Et Ok, déjà, pour merci. les slides, je vais essayer disons, compléter avec les codes et tout ça. Comme ça, vous allez y avoir accès pour reprendre. OK? Et il y a aussi l'enregistrement, je pense. Et voilà, pour ce que tu viens de dire, tu vois le lien là que j'ai partagé sur le chat, le lien de Streamlit là, avec l'application qu'on a testé tout à l'heure. Oui, Donc, oui, c'est simplement public. Tout le monde peut y avoir accès. Je sais, je pense que certains parmi vous ont déjà cliqué sur ce lien.
Tu vois, donc l'objectif ici du déploiement, c'est tout simplement que tout le monde y ait accès, comme on l'a dit au tout début. Donc, c'est pour que les gens l'utilisent, c'est pour que les gens interagissent avec votre travail. OK? Par exemple, ici, tu vois, c'est public. Donc, tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde peut s'adonner à cet exercice de prédiction, n'est-ce pas? Donc, D'accord. si tu as vu aussi l'application que j'ai montrée, que j'ai fait au bureau, donc ça aussi, c'est une application publique, hein, euh, que tout le monde utilise, n'est-ce pas? Qui est dédiée à une audience, à une communauté. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt du déploiement. C'est ça, en fait, l'étape suivante dont tu as parlé du déploiement. C'est le partage, en fait. C'est de valoriser son travail, partager ce qu'on a fait. Et voilà. En plus, même ceux qui ne s'y connaissent pas pourront, pourront véritablement utiliser ce que tu as fait. Donc, c'est ça l'intérêt. Parce que tout le monde n'est pas bon en data science, tout le monde n'est pas bon, tout le monde ne comprend pas qu'est-ce qu'un modèle de machine learning, voilà, qu'est-ce que c'est que Job Les gens, ce qu'ils comprennent, c'est quelque chose d'intuitif, de convivial, d'attrayante, qui leur permettent voilà, de prendre de la connaissance, tout simplement, et de recevoir une information. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui. Si vous me permettez, j'ai une dernière question. Allez-y, ou bien vas-y. Et je voudrais savoir une application que l'homme a déjà créée avec Flask, par exemple, et déployée sur GitHub. Est-ce que c'est possible de déployer ça avec Streamlit ou bien il y a d'autres procédures aussi à faire? J'ai pas bien compris. Si c'est avec GitHub, bien sûr, c'est possible de le déployer sur Streamlit, comme on vient de faire. Donc, j'ai créé une application avec Flask. Avec Flask, ok, oui, avec Flask, Oui. je ne sais pas si avec Flask on peut déployer avec Streamlit, je ne sais pas. Mais si D'accord. l'application est sur GitHub, bien sûr, on peut le faire. Bon, peut-être Ibu ou bien quelqu'un d'autre pour intervenir, mais à ma connaissance, je ne sais pas si une application avec Flask peut être déployée sur Streamlit, je ne sais pas. Ok. Il y a d'autres questions, je pense. Il y a Michael qui dit dans le chat, merci beaucoup Aram pour la présentation. J'espère que c'est possible de vous joindre via la plateforme de Comotech Pagodia pour les questions futures de nos différents projets. Sinon, vous pouvez nous laisser un moyen de vous joindre en cas de besoin. Je pense que la question ici, Enoch, qui est de Comotech Pagodia, peut essayer de nous répondre. Enoch? D'accord, merci beaucoup. Merci pour la parole, Arnaud. Je profite pour remercier Aram. C'était vraiment une très belle présentation. Pour les questions liées à la suite des échanges, euh, Congo Tech, pour moi, ne se limite pas seulement ici avec les webinaires. Bon, sachez que ça, c'est un programme que nous avons mis en place pour pouvoir aider, en fait, faire des initiations sur l'IA, tout ça. Nous invitons les experts comme Aram. Mais les conversations, les échanges vont continuer dans notre plateforme. Nous avons une plateforme qui tourne en ligne. Nous avons des groupes de discussion. Il y a les groupes de machine learning, il y a les groupes de NLP, il y a les groupes de data. Tout dépend de votre profil, en fait. Nous avons aussi un groupe général. Nous avons aussi un groupe général où, en fait, nous mettons toutes les informations générales. Alors, j'ai mis au niveau des chats le lien de Congo Tech Pamoja. Vous verrez juste dans la page d'accueil, au niveau des actualités, il y a tout ce qu'il faut, comment s'inscrire, comment même utiliser les fonctionnalités des groupes, tout est là. Je pense que Madame Aram nous fera plaisir de répondre à vos questions au niveau de la plateforme. Et je pense qu'elle est déjà membre. Madame Aram, nous vous invitons à participer déjà à nous joindre aussi dans la plateforme. Ça nous fera un grand plaisir de la communauté, dans le groupe de machine learning. Bien évidemment, c'est là où nous allons évoquer toutes les questions liées à ces présents sujets pour faire la suite. Le message là-bas, on chat comme sur Facebook, on chat comme sur WhatsApp. C'est vraiment des groupes de discussion dynamiques.
Merci Ah beaucoup. oui, j'en serais ravie. Pourquoi pas? Comme ça, je vais apprendre davantage. Même, je profite aussi, même les slides, je pense que ça sera, nous allons les mettre là-bas. Elle va nous partager les slides. Nous allons mettre Le tout notebook là-bas aussi, pour ceux oui. qui sont membres. Ils vont voir tout, ils auront accès à tout. Ouais. D'accord, pas aucun souci. Merci beaucoup. Il y avait Albert qui avait levé la main. Je sais pas. Aguisha. Oui, oui, oui. En fait, c'était juste pour une précision. D'abord, merci pour la présentation. Mais je voulais donner une précision par rapport à Flask et Streamlit pour celui qui a posé la question. En fait, lorsque nous avons un projet de machine learning où nous devons livrer un produit dans les génies logiciels, dans le développement web, normalement, on choisit le framework qu'on veut utiliser pour faciliter la tâche. Je crois qu'au départ, Madame Aram a donné comment dire, les avantages d'aller avec Streamlit tout de suite. C'est simple à utiliser et voilà, ça nous permet d'avoir un bon début. Mais normalement, pour l'utilisation de, comment dire, les user interface, c'est-à-dire à l'interface de l'utilisateur, tu peux choisir soit d'utiliser euh, Flask ou Streamlit. Alors, pour ce qui est de GitHub, ça, c'est tout simplement pour nous permettre d'atteindre le cloud. Donc, pour faciliter la tâche et donner accès à tout le monde à l'application que nous avons développée. Donc, c'est juste ça. Donc, si vous avez votre application et que vous avez choisi, par exemple, Flask comme framework pour le développement, alors tu dois déterminer sur quel cloud tu aimerais déployer cela. Et donc, que ce soit Streamlit ou Flask, c'est toujours possible de faire son déploiement sans problème. C'est juste ça que je voulais préciser. Mm. Merci, Aguisha. Merci, Aguisha. Bon, je veux un peu compléter un truc. Pour les gens qui n'ont pas été à l'aise, qui n'étaient pas à l'aise durant la présentation, qui ne connaissaient pas Python, entre guillemets, en gros, sachez il y a les webinaires qui vont venir dans les jours, dans nos séances habituelles où nous allons parler des bases par rapport au Python pour les novices, pour les débutants et pour les professionnels. Donc, ça sera vraiment mélangé en fait. Alors, une fois de plus, merci beaucoup à Ram, Biggie, d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour cette magnifique présentation. Merci à toi aussi et à Ben aussi et à toute la communauté. Je me considère déjà comme étant membre. J'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde. Ça a été un plaisir encore une fois. On se verra dans d'autres sessions. Et Bien je vais sûr, faire mon invitation sur les différents panels. oui, Et je n'hésiterai pas aussi à partager les slides. bien sûr, bien sûr, Et bien à sûr. vous et bonne soirée. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde.